Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Aujourd'hui, pour notre dernier épisode de l'année... Ah bah non, c'est pas le dernier épisode de l'année, Oui. c'est le premier épisode de l'année et j'en profite au nom de toute l'équipe pour apporter nos excuses, parce que vous deviez avoir un épisode fin de l'année, effectivement, mi-décembre, mais qui a été complètement squeezé par une maladie départ, et puis aussi parce que c'était le jour du grand verglas. Voilà, on a glissé dessus. On a glissé sur le grand verglas, voilà, donc du coup, on a dû, au dernier moment, annuler cet enregistrement, donc c'est bien le premier épisode de l'année, et pour ce premier épisode de l'année, ce n'est pas une surprise du chef, mais 3 surprises du chef. Le principe est simple, et sans doute risqué vu la tête en off de certains des chroniqueurs, voilà. Donc Noémie, aujourd'hui David et Alexandre sont venus. Bienvenue Alexandre. Voilà, tout à fait. Alors c'est sa deuxième déjà, mais bienvenue, absolument, tout à fait. Chacun est venu avec un sujet surprise aujourd'hui, même moi je ne le connais pas, d'accord, voilà. Donc au choix, chacune est venu et va poser sur la table tout à l'heure, soit un sujet qui a déjà été traité cette saison, c'est-à-dire depuis septembre, et puis pour une raison qui leur appartient, ils souhaitent revenir sur ce sujet, et nous dirons pourquoi. Soit ils vont prendre un sujet qui n'a pas été traité pour l'instant, et ils le regrettent, et ils aimeraient combler ce manque aujourd'hui. Soit ils vont choisir un sujet qu'ils sont heureux de n'avoir pas traité. Voilà, donc le sujet un petit peu repoussoir. Donc surprise, et tout de suite un premier tour de table, non pas pour dévoiler les sujets, puisque ceux-ci seront dévoilés au fur et à mesure et successivement au cours de cette émission, mais petit tour de table, donc le suspense est infernal, hein, absolument, tout à fait. Voilà, petit bruitage, j'espère que ça passera bien. Petit tour de table sur, ça a été facile, difficile de trouver un sujet. Noémie, par exemple. Non, moi je me suis un peu pris la tête et puis au quand même. final, ouais, enfin j'avais pas d'idée spécialement, mais au final j'ai vu un truc qui m'irritait assez en ce moment, donc bon, voilà. Et donc c'est ça que tu vas poser sur la table tout à l'heure, Ouais. un irritant apparemment. Voilà, bah c'est bien que ça soit pas plus que 10 minutes. Tu as peur pour nous? Non, mais je me dis c'est un sujet qui peut vite chauffer comme ça et du coup c'est pas mal qu'on fasse peut-être pas toute l'émission. Ok, très bien. Voilà, et je m'engage à respecter le vœu de Noémie qu'elle ne passe pas en premier pour son sujet tout à l'heure, contrairement à ce tour de table. Pas tout de suite après. Voilà. Qu'on s'engueule pas tout de suite, absolument. David, facile, pas facile? Oui, il y avait un sujet sur lequel j'avais envie de revenir parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose quand on l'avait traité. Donc une partie du suspense est levée puisque c'est un des sujets que nous avons déjà traité apparemment. Je sais pas pourquoi j'ai ma petite idée sur la question. Yaï. Alexandre. Et moi, c'est un sujet d'actualité, je pense. Voilà, on a vu quelques petites actualités dessus. C'est un sujet tranquille, on va dire, voilà, peut-être en comparaison, de réflexion, voilà, qui m'intéresse et qui, j'espère, vous intéressera. D'accord, ok. Eh bien, écoutez, alors ce que je vais vous proposer, en termes d'ordre, qui n'a pas été préparé, mais que dans ma grande sagesse et mon immense bonté, je vais donner aujourd'hui. On va commencer avec David, ensuite avec... on va se reposer un petit peu apparemment avec Alexandre, et on termine par se chauffer et voire se vexer, ou se fâcher même peut-être, avec le sujet d'Oémie. Tout de suite, le premier sujet, jingle. Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Alors, premier sujet, comme convenu, j'ouvre la première cassolette et c'est David qui s'y colle. Donc, comment ça va se passer pour les 3 sujets? David va clarifier le sujet, nous dire pourquoi il l'a posé sur la table aujourd'hui, puis ensuite on aura une dizaine de minutes environ pour débattre ensemble, en espérant bien sûr, je rappelle c'est le but de l'émission, que ces sujets, vous dites, moi aussi je me suis déjà posé des questions, je connais quelqu'un qui s'est posé des questions, je me suis chauffé à la machine à café sur cette question, c'est super David que tu l'abordes. David. Ok, j'y vais. Donc le sujet sur lequel je voulais revenir, effectivement, je pense que tu as bien deviné, Philippe, c'est le sujet de l'écologie radicale. Même moi j'avais deviné. Voilà, où on avait disserté la dernière fois sur qu'est-ce qui est bien de faire ou pas, est-ce que la violence physique est justifiée quand il s'agit de militer pour l'écologie et tout ça, et donc on avait parlé un peu de l'écologie profonde. Et j'avais envie de revenir parce qu'il y avait quand même quelque chose qui... Pourquoi est-ce que ces mobilisations
mobilisation s'était faite et sur quel sujet. Je crois que ça s'était pas clair et finalement on voit la réaction militante et les protestations et finalement j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment abordé pourquoi il y avait eu ces protestations là. Et j'avais eu dans ma confession la réflexion que face à l'écologie radicale, il y avait le cynisme radical qui était un peu cette façon de dire mais bon, voilà, ils sont bien rigolos ces gens-là, mais en fait on prend ça vraiment à la légère. Et je trouve que la déclaration de Emmanuel Macron pour les vœux de cette année était assez marquant au niveau du cynisme radical en disant qu'on ne pouvait pas prévoir le réchauffement climatique. Ça a fait bousquer. Et je trouve que c'est dans le petit cochon du cynisme radical, c'est quand même pas mal comme punchline. Oui, je voulais revenir sur les deux sujets qui avaient provoqué un peu ces manifestations et qui avaient un peu mis facilement l'étiquette d'écoterrorisme. D'une part, le fait que l'on projette de la soupe ou de la confiture ou quoi que ce soit sur la vitre de protection des peintures. J'ai l'impression qu'en fait, on n'est pas tous au courant pourquoi et qui sont ces gens-là du collectif Stop Oil qui ont fait ça et pourquoi ils l'ont fait à ce moment-là. Ils l'ont fait à ce moment-là parce que la Première ministre anglaise de l'époque, qui a changé depuis, vu le peu de compétences qu'elle avait, qui avait annoncé qu'elle reprenait, elle autorisait de nouveau l'exploration pétrolière. Et elle autorisait même la fracturation hydraulique. Donc, c'est-à-dire de chercher du pétrole d'une façon vraiment anti-écologique qui peut provoquer des tremblements de terre et tout ça. Voilà. Et donc, c'est ça qui a provoqué. Et ça veut dire que ces gens-là se sont dressés sur le fait que quelque chose qui est une aberration écologique aujourd'hui soit annoncé par un Premier ministre. Et l'autre sujet de mobilisation qu'on a évoqué, c'est les méga-bassines, les super bassines, donc ces réservoirs d'eau que l'on remplit en pompant en hiver l'eau dans les nappes phréatiques pour ensuite en faire des réservoirs à l'usage agricole. Dans ces méga-bassines, voilà, il y a plein d'inconvénients à avoir fait ça. C'est déjà qu'on retire de l'eau du sol, et donc cette eau-là ne fait pas vivre la vie du sous-sol pendant ce temps-là. Et puis une grande partie risque de s'évaporer au fil quand les chaleurs augmentent, et aussi on a un risque que cette eau se trophise, c'est-à-dire qu'en fait des algues se développent et qu'elles soient plus très propres à la truc. Et donc c'est une aberration écologique et même je dirais économique d'avoir fait ça. Et en fait ma question que je vous ouvre, c'est pourquoi est-ce que ça ne provoque pas autant une réaction forte dans l'opinion? C'est-à-dire que le sujet de l'émission qu'on avait la dernière fois, c'est le problème des écoterroristes, en tout cas de l'écologie radicale, qui fait des manifestations, qui s'oppose à ces choses-là, comme si, en fait, le cause première qui était la reprise de l'exploration pétrolière et la construction de ces méga-bassines n'était pas un sujet d'indignation gigantesque qui pourrait secouer la population. On a l'impression que ça ne secoue pas la population et je m'étonne pourquoi est-ce que ça ne fait quasiment aucune réaction. Ok, alors je vais essayer de reformuler ce premier sujet. David revient en nous posant la question, c'est une bonne question. Pourquoi apparemment nous, alors je sais pas, nous, globalement l'humanité, s'indigne plus des réactions suite à des actions militantes, plus ou moins non violentes d'ailleurs, alors que les faits générateurs de ces actions, potentiellement radicales ou profondes, mais pas toujours, auraient de quoi choquer en elles-mêmes. C'est bien ce que tu nous dis, David. Ouais. Mais pourquoi on ne s'indigne pas des différents exemples concrets que tu as donnés, la fracture hydraulique, les méga-bassines, et par contre on s'indigne après des personnes qui pénètrent potentiellement sur des champs pour crever les canalisations menant à ces dites bassines. Ok, est-ce que toi, tu as déjà un peu une réponse Oh, ça alors Alors, quel est ton message, David, avant que peut-être nous essayons de répondre à ces questions? Non, ça m'intéressait de connaître votre impression avant de... Il n'est pas tombé dans le piège tendu par l'animateur. Bravo, David. On sent le vieux briscard. On a 4 heures ou... voiture. Ok, alors c'est peut-être une question que vous vous posez en termes d'audience. Moi, je ne me suis pas posé cette question. Mais si je devais y répondre maintenant, je me dirais
Je pense qu'il y a une part de moi qui dit que même si c'est potentiellement choquant, il faut bien qu'on prenne un certain nombre de décisions à un moment donné qui ne sont pas parfaites, méga-bassines, fractures hydrauliques. Et en tout cas, ça fait partie de notre condition humaine et qu'on n'a pas trop le choix. Voilà, je pense que c'est un peu ma réponse. J'ai un côté un peu désabusé, mais qui est assez cohérent avec ma ligne directrice, qui est plutôt collapsologue, vous le savez. Donc je pense qu'il y a une espèce de rationalisation humaine. Voilà. J'ai pas dit que ma réponse ne pouvait pas choquer, d'ailleurs j'ai l'habitude de choquer, mais je pense qu'avec peu de préparation, puisque j'en ai zéro de préparation là, voilà, c'est ce que je pense qui se passe en moi, qui peut se passer à un moment donné. Foutez-nous la paix, il faut bien qu'ils prennent des décisions, les gars. Je pense qu'ils ont pesé le pour et le contre. Ils sont pas plus cons que d'autres, ceux qui ont pris ces décisions. Ils ont pesé aussi. Ils sont bien conscients. Voilà, c'est peut-être un peu ce que je me dis. Alexandre. Ouais, moi, c'est une question, enfin, la question que pose David, je me la pose à moi-même. Parce qu'en fait, moi, je suis pas du tout révolté, justement, quand on parle de méga-bassines ou de tout ça. Enfin, moi, je me dis, et un peu comme toi, Philippe, à un moment, il faut trouver des moyens. Alors après, ma petite confession à moi, c'est que je m'y intéresse pas du tout à ce sujet. Donc je vais pas aller creuser, je vais pas passer des heures à lire des articles ou quoi. C'est pas du tout un combat que je mène. Donc effectivement, je m'y intéresse pas. Par contre, effectivement, quand je vois des gens qui jettent quand il y a des actions chocs comme ça, ça on le voit dans les actus tous les jours. Et là, du coup, que je m'y intéresse ou pas, effectivement, ça sort dans l'actu. Alors il y a peut-être aussi d'autres sujets de qu'est-ce qu'on met dans les grands journaux. Ah, c'est peut-être aussi le traitement médiatique. Peut-être différencier. Voilà, je suis peut-être intéressant. traitement médiatique. Mais en tout cas, voilà. Attention, le temps file assez vite. En fait, juste par rapport à ça, c'est qu'en fait, si ces gens-là font cette chose-là, c'est pour attirer l'attention sur un problème. Et finalement, ça ne parvient pas à attirer l'attention, ça focalise l'attention sur le geste, comme si ce geste était sans aucun sens, futile, simplement le plaisir d'emmerder le monde, alors que c'est pas ça. Et c'est marrant, c'est qu'on n'arrive pas à dépasser l'interpellation qu'il y a derrière. Il doit y avoir un truc psychologique. Noémie ? Je suis assez d'accord dans le sens les médias. Pour moi, il y a les médias qui focalisent là-dessus aussi, qui disent pas le pourquoi du comment derrière. Il y a aussi, je pense, entre le dégât immédiat et le dégât à long terme, là, on voit les écolos qui ont fait des dégâts immédiats. Génial. Voilà. Et Noémie, bonus. Merci. Et moi, j'ai l'autre côté, parce que justement, j'étais à une réunion d'agriculteurs où ils parlaient de ces méga-bassines. Noémie, intéressant. Ouais, et en fait, c'était une réunion d'agriculteurs chrétiens en plus. Et il y en a qui étaient derrière les trucs des méga-bassines, qui étaient chrétiens et qui disaient en fait, ils n'en pouvaient plus en fait. Et en fait, du coup, c'est vrai que moi j'ai ce regard-là de dire, je pense qu'on fait pas bien. Enfin, il y a plein de choses qu'on fait pas bien. Et de l'autre côté, on noie ceux qui sont déjà en bas au lieu de donner des solutions. Et du coup, je me retrouve un peu dans le truc de dire, comment faire pour pas leur taper dessus encore, voilà, et pour qu'ils soient vraiment aidés. Et du coup, voilà, donc j'ai ce regard-là qui change depuis que je suis mariée à un agriculteur. J'avais pas le même regard avant. Et quand tu dis qu'ils en peuvent plus, c'est ok, peut-être c'est pas parfait les méga-bassines, mais foutez-nous la peine, on essaye déjà de faire le maximum. En fait, déjà, il n'y a pas tout le monde, qui est dans. Non, mais là c'est un témoignage circonstancié, c'était une réunion. Il y a vraiment des agriculteurs qui sont là en mode, déjà on essaye de survivre, on se dégage déjà pas de salaire. On n'est pas bien aidé ou bien, je sais pas, conseillé. Enfin, je veux dire, il y a quand même des choses où on pourrait les aider. En fait, disons que quand la base juste de survivre, elle est déjà pas là, penser à des trucs à long terme, c'est compliqué. Enfin, juste quand tu dis comment je vais nourrir ma famille. Merci beaucoup pour la précision. On termine avec David, du coup, un peu ta réponse à ta propre question. Effectivement, c'est la question du court terme et du long terme. Et effectivement, ces gens-là, eux, cherchent une solution et à continuer parce que eux, transformer complètement leur agriculture pour dépendre moins de l'eau, c'est quelque chose, c'est une transformation importante qui nécessite des nouveaux investissements alors qu'ils sont déjà endettés, tout ça. Mais on sait très bien, ils se doutent quand même un petit peu que si vraiment les sécheresses augmentent, qu'on rentre vraiment dans la sécheresse, les méga-bassines ne seront qu'une aide provisoire, parce qu'à un moment donné, ces méga-bassines seront vides. Et s'ils sont encore dépendants d'énormément d'irrigation aussi à cause du choix de leur culture, ils vont être dans le même problème un peu plus tard. Et simplement, ils auront investi énormément d'argent pour construire des méga-bassines au lieu de l'investir dans quelque chose qui, justement, sur le long terme, serait plus valide. Mais si tu veux bien que je fasse... parce qu'on a fait 10 minutes là. Non, mais justement, on attend ta réponse. Alors pour moi, je pense que
On sait, bon, il y a un problème d'information, il faut rentrer là-dedans et tout ça, mais finalement, c'est pas si compliqué que ça. Quand on entend parler des méga-bassines, d'aller sur Internet, on peut creuser, on voit bien, nous, en faisant les émissions, que on hisse son niveau d'information assez rapidement en prenant juste le temps de lire 2-3 articles. Déjà, ça nous ouvre des horizons. On est un peu la crème de la crème quand même. Oui, d'accord. C'est une super expérience d'avoir fait cette émission, de se rendre compte de ça. Et bon, bien sûr, il y a ce petit... Mais quand même, je pense que aussi, ce qui nous empêche un petit peu de nous indigner contre justement ce modèle agro-industriel qui marche qui continue un petit peu le nez dans le guidon vers des fonctionnements sans vraiment se remettre en cause, c'est qu'on sent bien que la remise en cause du modèle agro-industriel, c'est aussi une remise en cause de notre modèle alimentaire qui nous concerne nous. Donc on sent très bien que de faire modifier le mode de culture, ça nous amène aussi à modifier notre mode d'alimentation, notre rapport à l'alimentation animale, notre rapport à l'importation de tourteaux de soja transgéniques du Brésil qui provoquent la déforestation pour alimenter nos bêtes. Je pense que toutes les élevages d'animaux aujourd'hui, le bœuf un peu moins, mais le poulet et tout ça, proviennent de ces tourteaux de soja qui sont importés du Brésil avec toutes les catastrophes écologiques et humaines que ça représente. Donc on sent bien que ça nous engage en fait. Si on s'indigne contre ces choses-là, on sait très bien qu'il va y avoir une conséquence. Et on sait très bien que ce qui changerait ça, c'est pas seulement la loi qui dirait on interdit les méga-bassines parce que c'est trop dangereux, c'est mauvais pour les trucs. C'est aussi qu'il faut qu'on modifie notre consommation et que ça devienne un signal fort pour les agriculteurs de modifier leur culture. Ok, merci beaucoup pour ce premier sujet. Alors moi, à titre personnel... de toute façon, on va jouer avec la frustration aujourd'hui, peut-être la tienne et celle de notre audience. Moi, je retiens au moins 2 choses là. Il y a le côté gratification immédiate par rapport à la gratification future. C'est un élément de psychologie fondamental. Moi, je sais très bien quels sont les sujets dans ma vie de tous les jours sur lesquels je cède à la gratification immédiate et j'hypothèque la récompense future. Voilà, je ne fais pas de dessin. Voilà, heureusement que c'est du 3/4 ici. Et puis sinon, il y a la tendance de tout système à garder son équilibre qu'on appelle l'homéostasie. Voilà, et donc ça, c'est une véritable inertie et un changement, sauf quand celui-ci est obligatoire. Et donc ça peut nous empêcher de nous indigner. Ouais, j'ai bien aimé. Bon, ben voilà pour la première surprise du chef. Deuxième surprise du chef, ça va être Alexandre, jingle. Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Bon Philippe, j'ai un problème. Allô Houston. J'ai envie de changer en dernière minute mon sujet. Écoute, comme c'est une il suffit de pas le dire. Je le dis pas, mais il sera peut-être un petit peu moins doux et un petit peu moins mielleux que celui que j'avais choisi. Donc je garde le sujet que j'avais choisi sous le coude. On en parlera peut-être un jour. D'accord. Et donc le sujet, en fait, j'ai hésité entre ces 2 sujets, mais là, vu le premier sujet, je suis obligé de switcher. D'accord. Et donc mon sujet, ça va être effectivement de parler un petit peu des médias et de à qui appartiennent nos médias. Alors je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, mais bon, je trouvais la transition était assez intéressante et comme ça peut-être que David pourra mettre une petite couche. Mais effectivement, c'est une question moi qui m'interpelle. Il y a eu un petit sujet d'actualité récemment avec Monsieur Hanouna dans son émission. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, où il y avait effectivement un ancien chroniqueur qui est devenu député. Bon, écologiste. Voilà. Il s'appelle Monsieur Boyer, je crois. Oui, exactement. Et donc, dans l'émission, il est revenu en tant que député, et puis il a craché un petit peu sur les actions de Monsieur Bolloré en Afrique. Enfin, il les a mis en tout cas... qui parlait des migrants. Voilà, il en a reparlé. Et puis, il a été coupé tout de suite par Cyril Hanouna qui lui a dit « Mais attends, tu sais où t'es ici ? T'es chez Bolloré. Bolloré t'a payé puisque t'as été chroniqueur et maintenant tu viens voilà, un petit peu... tu serais pas là où tu es sans nous. » Voilà, c'est ça. Et donc, voilà, sans rentrer trop dans le détail, ça m'interpelle un petit peu sur, de manière générale, à qui appartiennent nos médias et notamment, comme on disait tout à l'heure, nous, pour faire nos émissions, on va dans les médias, parce qu'on va pas faire nos propres petites enquêtes. Mais donc, est-ce que la source de nos informations est bonne ? Est-ce qu'elle n'est pas biaisée par justement le fait que une partie des médias, alors peut-être pas tous, mais une partie appartient à quelques milliardaires. Alors, est-ce qu'ils sont nombreux ? Est-ce qu'ils sont 4-5 ? Est-ce qu'ils sont 10-15 ? mais c'est vrai que voilà, et c'est un sujet qui m'interpelle. Je ne l'ai pas creusé plus que ça, parce que c'est mon deuxième sujet, mais c'est un sujet... moi,
ça va me chauffer grave. Qui est, je pense, bien dans l'état d'esprit. Ouais. Non, parce que je les sens bien, là. Voilà, que des milliardaires de droite, évidemment. Alors moi, je vais vous en balancer des milliardaires de gauche. Hein. Oh là 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 là. Et notamment Monsieur Kratinsky, si je prononce bien son nom, au Monde. Bon, bref. Voilà, donc voilà, c'est la question que je pose à mes collègues. Qu'est-ce qu'on en pense ? Et du coup, avec les conséquences potentielles sur notre propre source d'information, notamment nous en préparant nos émissions, quoi. Exactement. Ok. Est-ce que l'info sur laquelle je me base pour faire mon opinion est fiable et à qui appartiennent nos médias ? Ok, alors à qui appartiennent nos médias, à moins qu'on ait quelques connaissances, effectivement, dont Monsieur Bolloré. J'ai cité un milliardaire tchèque, en l'occurrence, qui est actionnaire notamment du groupe Le Monde. Je crois qu'il y a aussi. Ouais, il y a Altidis, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, donc du coup, on n'a pas eu le temps de faire des recherches, mais effectivement, il y a quelques noms comme ça qui, en tout cas, sur le paysage médiatique français. Oui, bien sûr. Effectivement, c'est valable aussi à l'international. Qui veut réagir sur cette précaution peut-être, ou cette prise de conscience qu'on devrait avoir en tant que source d'information ? En tout cas, le cas Bolloré est quand même assez fort. Là, c'était évident, en l'occurrence. C'est quand même fort, parce que on sait qu'il a une vision quand même très à droite, et même peut-être certainement plus que très à droite. On sait que il a quand même aidé à émerger un Éric Zemmour quand même sur la scène politique. La chaîne CNews est quand même assez particulière, je trouve, sur le plan éditorial. Voilà, c'est effectivement, il y a quelque chose de très fort et de très engagé aujourd'hui maintenant sur les médias possédés par Bolloré, avec une sorte d'interdiction effectivement de s'en prendre à lui. Et la réaction corporatiste de Hanouna a été quand même effectivement extrêmement choquante et édifiante sur le fait que voilà, c'était impossible de parler du patron et de pouvoir le critiquer. Et le fait de dire que cet homme politique est monté et est devenu politique grâce à cette chaîne, je trouve que c'est un aveu marquant de finalement presque de la vision qu'ils ont des médias, en disant ils sont faiseurs d'opinion, ils sont même faiseurs de politique, il a un but qui est pas seulement d'informer, mais d'orienter finalement la destinée. Il a raté son coup en tout cas avec M. Boyer, hein, parce que M. Boyer c'est voilà. Oui, son positionnement est à l'opposé pour le coup, quoi. Peut-être, mais en créant dans son esprit quelqu'un qui est redevable et donc qui se retiendrait, même en étant dans l'autre bord, qui se retiendrait de trop attaquer celui de l'autre bord. C'est quand même intéressant. Noémie, cette histoire de à qui appartiennent nos médias, conséquences pour nous. J'aurais pas osé le quand même, mais je suis tout à fait d'accord. Et en fait, moi, ça m'a déjà dérangé pour l'émission de dire on regarde dans les journaux que j'évite de regarder habituellement, parce que pour moi, il y a une ligne de. En fait, ils disent tous la même chose, et de ce que j'ai un peu pu voir dans des choses plus alternatives, de journalistes qui avaient pas le droit de dire tout ce qu'ils voulaient dire, de politiques qui avaient un discours autre que celui qui est accepté, qui n'était pas reçu dans ces médias. Donc en fait, je vois que c'est assez fermé. Donc ça veut dire et accepter seulement ce qui rentre dans la ligne de conduite. Voilà. Et du coup, ça me dérange vraiment. Et par rapport aux infos aussi, pareil, dans les autres choses que j'ai pu voir, il y a des choses qui sortent pas du tout, des choses qui se passent soit dans d'autres pays, soit des choses qui se passent là, par exemple, par rapport à l'instruction en famille, ou des choses assez aberrantes. Je sais pas aussi si... Enfin, comme j'ai pas regardé, est-ce que ça a été dit dans les grands médias qu'il y a eu, je sais pas combien de 49.3 à la suite, ou est-ce que c'était dans un tout petit texte quelque part. Enfin, voilà, il y a des choses vraiment où je me dis, pour moi, c'est orienté, quoi. Ok. Moi, je suis tout à fait conscient que les intérêts capitalistiques empiètent à un moment donné sur l'indépendance éditoriale, plus ou moins. Mais pour moi, c'est valable sur tout l'échiquier, quoi. Pas seulement au niveau français. Je suis un fervent auditeur de France Inter. Je suis tout à fait d'accord, enfin, c'est factuel. Moi, je sais très bien les discours et les invités globalement qui passent sur France Inter, c'est très marqué, comme d'autres médias sont très marqués. Donc moi, je ne veux pas d'un monde demain où on critique les médias parce qu'ils sont marqués
parce que pour moi, ça me semble inévitable. En revanche, ça me semble important d'avoir une panoplie. Donc, par exemple, lorsque j'envoie une revue de presse pour préparer les sujets, il y a un peu pour tous les goûts. Bon, j'élimine vraiment les choses ultra radicales, type riposte laïque, par exemple, que je vous ai jamais imposé. Mais bon, là, il y a à la fois du CNews, du Valeurs Actuelles, il y a aussi du Libé, il y a du Nouvel Obs, il y a Slate aussi. Je vous ai mis plusieurs fois des articles de Slate. Slate, c'est quand même assez marqué. De temps en temps, c'est un peu plus rare parce que j'ai pas l'abonnement Mediapart qui aussi est très marqué. Donc, entre Mediapart, Le Figaro, Le Monde, Libé, Slate... Bon, on peut quand même un petit peu, je trouve, constater qu'effectivement, tous ne couvrent pas de la même façon un sujet et le mettent pas au premier plan. Et puis alors, moi, pour essayer de sortir un petit peu de ça, j'aime bien aussi aller voir sur des médias internationaux. Donc, moi, je vais régulièrement sur CNN.com. Ok, et je vais sur Fox News, les deux frères ennemis américains. Voilà, donc pour moi que les grands médias... soit orienté, ça me semble évident, et je trouve que principalement, en tout cas par exemple aux États-Unis, entre le Washington Post par exemple, c'est des médias qui sont extrêmement progressistes, tout le monde le sait, donc ils sont hyper orientés. Les autres, c'est des conservateurs. Donc pour moi, c'est la réalité, et il faut en être conscient par contre. Oui, c'est ça. C'est ce qui. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que je sorte de mes couloirs, parce que sinon, j'ai l'impression que ces paroles d'évangile full, quoi. Voilà. Donc, pour moi, alerte, mais je suis pas choqué. Il y a eu un truc là, alors François, mais j'arrive pas à retrouver le truc. François... Je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait sur son smartphone? Ah là là, c'est jeune. Non, mais en fait, j'essaye de retrouver parce que François qui disait, enfin, là, moi, j'écoutais surtout des vidéos de François avec, je sais plus quel journaliste, qui invitait des gens qui étaient pas reçus dans les autres médias, donc des gens controversés ou voilà, mais qui, enfin, je sais pas, on me dit professeur Perron par exemple, ou voilà. Christian Perron, ouais. Christian Perron, enfin voilà. Et François a eu des problèmes, et je sais pas maintenant s'ils peuvent continuer ou pas. Il y a eu quelque chose. On leur a retiré la licence média en fait. Ouais, mais et c'était quoi la raison du coup? À part que, enfin voilà, pour moi ça pose question, ça, de dire voilà, vous n'étiez pas dans le truc, dans la ligne de conduite globale avec le même discours. Pourtant, enfin moi de ce que j'ai écouté, il y avait rien de fou, hein, c'était juste des personnes qui s'exprimaient avec d'autres avis. Il y avait rien de propagande ou de violent ou de voilà. Et ils ont eu des problèmes, donc ça me pose que... Alors, qu'un point de vigilance du coup, par rapport à ce genre de risque, je vois poindre des initiatives de titres, au moins sur le web, libres et indépendants. Omerta, par exemple, bon, qui est aussi un petit peu orienté, mais il y a quand même des initiatives qui réagissent, alors des deux côtés de tout l'échiquier, hein, en fait. Voilà. Ouais, mais là, justement... Ils ont du mal à décoller, peut-être. C'est l'exemple avec François, c'est que c'est pas simplement avoir des opinions, c'est qu'il y a aussi une déontologie journalistique qui fait que même en étant orienté, en étant un média orienté, avec une certaine ligne éditoriale, il y a une déontologie qui fait quand même qu'on ne tord pas la vérité de toutes les manières. Voilà, et François, il a été considéré comme ne suivant pas la déontologie et en ne rétractant pas, par exemple, quand il avait donné de mauvaises informations, en ne revenant pas dessus. Voilà, et donc il y a quand même un droit de réponse, il y a des choses qui font qu'il a perdu son droit et c'est pour ça que je me dis, bon, c'est effectivement, c'est vrai que on ne peut que le noter, Philippe, dans la revue de presse que tu nous proposes, c'est vrai que c'est très rafraîchissant, c'est très intéressant de s'astreindre à regarder un petit peu partout sur un sujet comme ça, parce que ça affine les points de vue, même si ça ne nous fait pas changer radicalement d'opinion, mais ça rafraîchit un petit peu quand même notre vision des choses. Et je pense que la plupart des médias, même s'ils sont possédés par des gens et qui ont une ligne éditoriale, ont quand même une déontologie journalistique qui fait que c'est pas n'importe quoi qui est dit, c'est pas des entorses et des bras de fer avec la vérité qui sont faits, et des mensonges complètement assumés, tout ça. Dans les médias de Bolloré, je trouve que c'est quand même extrêmement limite. Ok, alors pour revenir moi sur l'exemple, le point de départ donc dans l'émission avec Cyril Hanouna, je pense aussi que la personnalité de M. Boyer fait particulièrement réagir, à mon avis. Oui, bien sûr. Parce qu'il récolte aussi ce qu'il sème. Bien sûr. Bon, enfin, je suis un peu ses positionnements, ses prises de parole, voilà. Il est franchement... Oui, non, c'était pour revenir sur le rafraîchissant, diraient ses partisans, extrêmement tout à fait. Désagréable pour ses détracteurs, dont je fais partie. C'est absolument insupportable.
En tout cas, voilà. Donc je trouvais intéressant qu'on réagisse à chaud sur ce sujet non préparé. Saleté, je te jure. Allez, c'est parti pour le 3e et dernier sujet. Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. 3e et dernière surprise du chef, pour si jamais vous nous rejoignez, vous avez capté que c'est un numéro un peu spécial et que donc chacun des chroniqueurs est venu avec un sujet surprise dont les autres n'étaient pas au courant. Moi-même, je n'étais pas au courant, donc c'est sans filet aujourd'hui. Donc un sujet qu'ils ont eu la liberté de choisir parmi ceux qui ont été traités, pas traités, ou au contraire un sujet qu'ils ne devraient jamais traiter, mais pourtant ils vont peut-être quand même le poser sur la table. Et c'est parti pour le 3e sujet. Noémie, c'est à toi. Ok, alors... Donc moi j'ai mis mon pull pour parler, mon plus beau pull, pour parler de sobriété énergétique. J'avais pas de doudoune. Non, il n'y avait pas un truc avec la doudoune. Enfin bref. Quand oui, il y a quelques ministres qui ont parlé de col roulé. Oui, voilà. C'est vrai. Oui. C'est Elisabeth Borne, je crois, qui était plutôt doudoune. C'est le genre de sujet qui m'agace très très fortement. Et en fait, donc j'ai évité de regarder trop les médias et tout, histoire de pas me plomber fin d'année, début d'année là, mais... Par contre, on ne peut pas passer à côté, par exemple, des panneaux partout, sobriété énergétique, extinction des éclairages publics, sobriété énergétique, je ne sais pas quoi. Et j'en vois partout dans les villes, et ça m'agace parce que je me dis, on se fout de nous, vraiment, on se fout de nous. Et du coup, il y a plusieurs choses. Déjà, je vois 2 poids, 2 mesures. On nous dit ça, et puis de l'autre côté, il y a le Qatar, il y a les voyages en jet, il y a machin, mais c'est anecdotique apparemment. Pas dire, hein. Voilà. En plus, on met un mot, un terme qui a l'air vertueux, qui a l'air beau pour un truc où en fait, au final, on y est poussé, on y est un peu obligé. Maintenant, on aurait pu, il y a des choses qu'on aurait pu faire avant. On n'avait pas besoin qu'on nous dise qu'il fallait, Bref, j'aime pas du tout en fait l'utilisation des termes, la façon de s'adresser à nous, la façon de nous parler comme à des petits-enfants. Il y avait une pub, alors je sais plus si elle a été faite par le gouvernement, pour nous expliquer comment accrocher notre linge au lieu d'utiliser de sèche-linge devant une source de chaleur. Leur source de chaleur, c'était un grand écran où il y avait un feu de cheminée dessus, donc super. Et voilà, ce genre de choses. Ouais, bref. Non, il y a vraiment des choses où je me dis... On se fiche de nous, en fait. J'ai vraiment du mal avec ça. Et en fait, ça sonne faux. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui sonne faux derrière tous ces termes et ces choses, parce qu'on voit un truc et c'est complètement dissonant avec ce qu'on nous montre de l'autre côté. Et j'aime pas du tout aussi le fait qu'on joue le jeu en mettant partout ces affichages et ces trucs comme si on faisait un truc bien, alors qu'en fait, c'est juste poussé par une obligation, une nécessité ou je sais pas quoi, mais ça me met vraiment mal à l'aise. Voilà. Donc, je sais pas quelle question est. Est-ce que tu es la seule dans ce cas? C'est la question que tu te poses. Est-ce que je suis la seule à être agacée? Est-ce que on se fiche de nous? Et on se fiche de nous? Non. Ok. Non, mais ouais, voilà, c'était un peu un sujet. Ouais. Bon, c'est intéressant, d'autant plus que ce matin, j'ai cherché une baguette et puis je suis passé devant une agence bancaire dans laquelle il y avait une énorme affiche. 200 agences n'ont plus d'éclairage dans la vitrine de telle heure à telle heure. 2 énormes affiches. Voilà. Donc pour illustrer effectivement. Ça l'a fait réagir. C'est épidermique, c'est incroyable. Pourquoi on est obligé de... Non, mais ça veut dire. Pourquoi on est obligé de le dire? Alors, David, réaction par rapport au sujet de Noémie. Moi, je fais un peu le lien avec ce qu'on a dit, avec les choses qu'on sait qu'on devrait faire et qu'on ne fait pas, et les choses à court terme et les choses à long terme. Je pense que c'est peut-être le signe de quelque chose d'un très infantile, parce que les enfants sont beaucoup plus sur le plaisir immédiat, et c'est une construction mentale de se dire on se prive d'un plaisir immédiat pour arriver à un plaisir futur ou à une satisfaction future plus grande. Mais comme Philippe dit, c'est un peu un trait psychologique qui est une sorte d'économie d'énergie personnelle qu'on fait, c'est-à-dire qu'on va pas se lancer dans un truc tant qu'on peut éviter de le faire. Donc peut-être que c'est un biais adaptatif de l'espèce humaine. Mais voilà, on en est là. Donc moi je me dis, ça a l'air un peu puéril, mais d'une certaine façon, on sait très bien qu'on a un peu besoin de voix de ce genre de béquilles, et avec toutes les bonnes intentions du monde, des fois il faut qu'on soit un peu au pied du mur ou au pied de l'affiche pour se dire, ah oui, il faut faire des choses. Donc on matraque le message et c'est ok, quoi.
matraquer. Non, le terme matraquer est connoté objection. Peut-être pas, mais d'une certaine façon, on a quand même constaté qu'il y a eu 10% de consommation en moins cette année, avec toutes les corrections des variations saisonnières de température. Ouais, on est des bons élèves. Donc il y a eu quand même une réaction. Alors, est-ce que c'est l'effet des affiches ou est-ce que c'est l'effet de voir qu'il y a une guerre en Ukraine et qu'on sent bien qu'il y a un problème énergétique? C'est peut-être ça qui a été plus parlant que les affiches. Moi, je pense que c'est le coût de l'énergie aussi. Alexandre. Le coût de l'électricité a fait, je sais pas, x2, x3, x4 ou x10 chez certains. Donc, oui, ils ont réduit. Je trouve ça aussi des fois un tout petit peu critique. Le gaz, il est 5 fois moins cher qu'au mois d'août en ce moment. Enfin bref. Les prix gros, je parle. En tout cas, sur l'électricité. Il n'est pas moins cher qu'au mois de février. Il est revenu au prix d'un an, je crois. Ah oui ? Ouais. Mais en tout cas, je trouve que les grandes entreprises, elles ont tout intérêt aujourd'hui à être sobres numériquement, parce que ça coûte beaucoup plus cher. Donc bien sûr que je ne sais pas quelle banque va éteindre toutes ces agences, parce que ça lui coûte de l'argent. Donc ok, il y a le côté écolo, mais il y a aussi le côté économique surtout. Et je pense que c'est aussi un peu le jeu en ce moment de dire bon, on va se rendre super écolo et puis surtout on va faire plein d'économiques. Enfin, je pense que ça mentalité, moi, la côté opportuniste, quoi. Le côté opportuniste, quoi. Et après, il y a autre chose aussi un peu qui m'intéresse un tout petit peu sur ce sujet-là, qui est aussi un tout petit peu épineux, c'est l'application du gouvernement. Alors c'est super de faire une application, mais ils vont nous en sortir combien, quoi? Il y avait l'application anti-Covid, alors il fallait tous qu'on ait son application pour pouvoir rentrer, on va pas refaire le débat. Maintenant, ils nous sortent EcoWatt pour savoir quand est-ce qu'il faut allumer la lumière ou baisser son chauffage, et demain, on aura une application, je sais pas, pour savoir quand est-ce qu'il... Sans compter les bulletins météo électricité depuis quelques semaines. Voilà. Non, mais bientôt, on pourra... Si, véridique. Mais d'une certaine façon, si les informations qui sont données sont utiles et sont officielles et sont d'une certaine façon, c'est une source d'information, on va dire neutre, c'est-à-dire gouvernementale sur où ça en est. D'une certaine façon, parce que c'est quand même difficile de trouver la bonne information. Donc, d'une certaine façon, si une application nous la donne... il pourrait faire un site juste où on s'y réfère. Ouais, mais maintenant, une application... L'application anti-Covid, à un moment donné, elle était quand même intéressante pour avoir des informations sur le niveau de vaccination et tout ça. C'était des chiffres officiels qu'il était difficile de trouver autrement. Ouais, mais c'est justement, là, on revient un peu sur le sujet d'avant, mais c'est le gouvernement qui donne son baromètre et sa voix, et c'est la vérité vraie. Enfin, du coup, à un moment donné, il y a des institutions qui sont là, qui ont accès à des chiffres qui sont officiels. On va s'aimer. Non, mais c'est très important, parce que moi, je trouve qu'il faut aussi qu'on ne soit pas infantile dans notre rapport avec nos institutions. Parce que d'une certaine façon, si on considère que ce sont des gens qui sont en train de nous manipuler et de nous raconter n'importe quoi et nous emmener où ce qu'ils veulent, bien sûr, il y a les effets d'affichage, mais en même temps, il y a quand même des services d'État qui ont accès à des chiffres officiels, qui sont faits par des fonctionnaires d'État. Et moi, je trouve que ça fait partie de la mission du service public de les rendre accessibles d'une façon claire et régulière et lisible pour tout le monde. L'open data, c'est-à-dire vraiment de rendre public des chiffres. Et s'il y a des informations utiles sur la gestion de la sobriété, des décrochages et tout ça, moi je vais pas critiquer le fait que le gouvernement, les services de l'État mettent en œuvre une fourniture d'informations. Voilà, ce qui est complètement différent de ce que tu dis, ce que tu dénonces, c'est dire des campagnes un petit peu débilettes sur faites attention, mettez un pied et tout ça. Tu vois, juste par rapport au gouvernement, je voulais revenir à un truc. J'ai eu l'impression que c'était le même truc que Covid, le même scénario, dans le genre. Non, il n'y a aucun problème. Et d'un coup, il y a vraiment un gros problème, maintenant il faut... Et ça, il ne pouvait pas dire qu'il ne le voyait pas. Donc pour moi, il y a Macron a dit qu'on ne pouvait pas prévoir le réchauffement climatique. Non, mais alors ça c'est un mensonge. Enfin, je sais pas. Non, mais voilà, donc pour moi, à partir de là, c'est difficile de faire confiance. Enfin, tu vois, de dire... ça nous tombe dessus comme ça. Il y a un truc qui me plaît, en tout cas là-dedans, c'est la campagne j'éteins, je baisse, je décale. Voilà. En tout cas, il y a le spot. Et justement, le spot, je ne sais pas si c'est une personne célèbre, mais en tout cas, moi qui suis un ancien publicitaire, je suis un ancien chef de pub, j'ai adoré la manière de faire passer le message avec effectivement, voilà. Donc, je vois qu'on n'a pas les mêmes goûts. On n'a pas les mêmes goûts. Alors, donc, mais j'ai apprécié l'objet publicitaire et j'adore le côté mantra. Je trouve que c'est vachement bien fait, ça. C'est vachement bien fait. Ça reste dans la tête. Ça reste dans la tête. C'est mon côté publicitaire. Après, moi, je suis extrêmement agacé
agacé aussi, mais sur tous les sujets, parce que moi, je vois venir, gros comme une maison, le crédit social. Je le sais, c'est évident. Demain, il y a les bons, les mauvais citoyens, pour des raisons impératives de sauvetage. C'est déjà le cas dans les discours. Il faut, sur des sujets très différents. Hein. Il faut que tu sois inclusif, il faut que tu sois ceci, il faut que tu sois cela. Demain, il faut que tu fasses gaffe. Tu roules pas en 4x4 et tu fais ceci et tu manges pas de la viande encore. C'est pas possible. Non, mais c'est pas sérieux, quoi. Voilà. Donc, jusqu'où on est prêt à aller demain pour sauver le monde, eh bien pour moi, on va à la chinoise, clairement. Donc en termes de crédit social. Et c'est pour ça que tu réagis peut-être aussi au niveau côté application, parce que demain, voilà. Mais ça, c'est mon explication pourquoi ça m'agace aussi, au-delà d'apprécier l'objet publicitaire, que je trouve vraiment réussi, quoi. Voilà. Est-ce qu'on a épuisé le sujet? Je rappelle que le sujet de Noémie, c'était est-ce que je suis la seule à être agacée ben voilà, une source de chauffage renouvelable peut-être. Alors après, peut-être qu'émotionnellement, ça... Voilà, on s'approche, je crois, de la fin de l'émission. Tout le monde a eu un sujet à peu près avec 10 minutes. Hein. Je prenais un petit peu mon chrono. J'aimerais proposer de terminer avec un tour de table final. Donc je referme ma troisième cassolette, voilà. Comment vous avez vécu cette version rétrospective, perspective, un petit peu originale, puisque je rappelle que nous avons testé cette formule aujourd'hui, puis vous pouvez nous dire ce que vous en avez pensé, évidemment, en commentaire. Peut-être que ça peut nous donner des idées par la suite. Voilà, dernier tour de table, comment j'ai vécu cette version, Alexandre? Bien, je trouve que c'était un peu à l'impro, mais ça m'a plu. Puis en fait, c'est intéressant de se rendre compte qu'on est allés tous sur des sujets un petit peu sensibles, un petit peu épineux naturellement, en tout cas qui nous donnaient envie de nous rebeller un petit peu contre les choses en place. Et voilà, je trouvais ça intéressant de voir comment ça nous a amené dans cette direction, quoi. Ok, merci. David? Moi, je trouve qu'à chaque fois, dans chacun des sujets, on voyait le problème, les contradictions dans lesquelles on était un peu enfermé, les dissonances entre ce qu'on voudrait faire et les moyens qu'on veut utiliser, et la façon dont ces moyens, eux-mêmes, posent problème. Que ce soit pour s'informer, que ce soit pour militer finalement ou donner une information, ou que ce soit pour résoudre des problèmes, quoi. Et en fait, on se rend bien compte que c'est difficile. Alors c'est plus facile, je pense, d'avoir un avis tranché et puis de dire le reste je m'en fous. Mais en fait, dès qu'on rentre un peu dans la complexité, on sent bien qu'on a des forces contraires et dans lesquelles on essaye de naviguer. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus confortable, mais je pense que c'est ce qu'il y a de plus passionnant. T'as pas été trop frustré? Si. Parce que pourquoi j'ai pas posé la question à Alexandre? Parce qu'à un moment donné, tu t'es dit, zut, c'est un peu frustrant. C'est de dire qu'en fait, je pense. La formule, je veux dire. Non, mais c'est bien. C'est comme, tu vois, c'est comme ces repas quand on a une petite cassolette. Ouais. On a encore un petit goût de reviens-y, qui est bien mieux que d'être complètement repu et désolé d'avoir trop mangé. Donc là, on a un petit appétit encore d'y revenir. Ok, intéressant, Noémie. Moi, j'ai vu que si on a un peu plus de liberté, pas un sujet, non mais imposé, on se lâche un peu plus, hein, c'est un peu plus... non, c'était pas un peu plus... Quoique quand j'amène le sujet, ça dépend. Non, mais en fait, en tout cas, je voyais que chacun... Alors, le bonus qu'elle avait gagné tout à l'heure, elle vient de le perdre, ça tombe bien, j'avais pas fait le virement encore. Voilà. Non, c'était plus... c'est plus qu'on vient à quelque chose qui nous... Enfin, voilà. Okay. Donc forcément, c'est plus animé dès le début, on l'a moins préparé, c'est plus à chaud. Donc c'est intéressant aussi, je trouve, de faire comme ça. C'est frustrant de ne pas pouvoir développer plus parce qu'on pourrait sur chacun des sujets. Ok. Voilà, mais du coup, je trouvais ça pas mal, quoi. Très bien. On a abordé 3 sujets en une seule émission. Ouais, tout à fait. Et moi, je pensais que ça allait me plaire et c'est génial. Moi, j'adore. Ok. Bon. En fait, ouais. J'adore. Et c'est assez économe aussi en termes de préparation. Pas mal. En tout cas, déjà pour moi, forcément. Donc voilà, dites tout ce que vous en avez pensé. Moi, franchement, j'ai trouvé que c'est une formule intéressante pour remettre un peu, réactualiser l'ancienne version des rétrospectives où je choisissais 2 ou 3 sujets déjà traités dans les épisodes précédents. Voilà, pour ceux qui nous suivent depuis quelques années, je vous rappelle quand même, c'est la 6e saison et donc nous avons déjà fait de rétrospective. Donc enchanté et très ravi de vous avoir retrouvé ce matin pour cet enregistrement. Voilà. À très bientôt, du coup, pour un prochain épisode, classique ou pas, on verra, on discutera ça en off. Allez, merci de nous avoir suivis. Et bonne année à tous. Et bonne année à tous. Bye.